11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je te jure, j'en ai marre des journaux et autres agents qui regardent mes photos, qui changent les notices, qui ne publient que ce qu'ils veulent et qui me payent quand ils ont le temps. Cette phrase est celle du photographe Robert Capa. C'est le créateur de Magnum Photo, l'agence de photos Magnum connue dans le monde entier, qui fête ses 75 ans. Elle a été fondée en 1937 par les photographes Robert Capa, que je viens de citer, Henri Cartier-Bresson, George Roger et David Seymour, et elle célèbre 3/4 de siècle de photojournalisme dans le monde entier. À l'origine, elle a été imaginée pour que les photographes puissent garder le contrôle sur la publication de leurs clichés et sur leurs droits, et l'agence n'a cessé de donner à voir le monde dans ce qu'il avait de plus atroce, mais aussi de plus beau. Pour raconter cette aventure, un récit graphique qui mêle BD et photos retrace les moments forts de Magnum, les petites histoires dans la grande et la genèse de cette aventure. Comment est né le photojournalisme et quel est son rôle en 2022 à l'heure des smartphones et des chaînes d'infos continues? Pour répondre à ces questions, je reçois Jean-David Morvan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le scénariste de cet album Magnum Génération. Il y a un S entre parenthèses à Génération, c'est-à-dire qu'il y en a une ou qu'il y en a plusieurs, vous nous direz. Ça paraît aujourd'hui aux éditions Corrette, Magnum Photo. Avec nous, Jérôme Cessini, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe à Magnum, vous revenez d'un voyage en Ukraine, vous comptez y retourner. Vous allez nous raconter ça. D'abord, je vais me tourner vers Jean-David Morvan. Quel a été le point de départ de cet album, Magnum Génération? Quel est son but? Le but, c'est de raconter ça, la naissance du photojournalisme, la naissance d'une très grande agence qui a commencé à être imaginée, je dirais, en 1937, effectivement, avec Gerda Taro, qui était la petite amie de Robert Capa, et tous les deux, ils ont décidé de partir en Espagne pour gagner leur vie. C'était le début des appareils photo légers, comme les Leica, etc., les Contax. Et donc, ils sont partis et ils ont eu cette idée de créer une agence. Elle est morte là-bas. Gerda Taro, c'est la première photoreporter morte sur le terrain. Et Capa, en revenant, a eu cette idée qu'a gonflé de créer une agence parce qu'il en avait marre des journaux, comme on disait tout à l'heure. Donc il a pris le nom du Magnum, qui n'est pas le feuilleton ni la glace, mais le champagne. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ça a été créé en 47, effectivement. Photo très. Vous avez dit c'est écrit en 47, en Oui, 37. 47. En 47. Alors Ouais. j'avais dit 37. Mais imaginez en 37, on est Imaginez en 37 qui est créé en 47. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent très précisément et puis après qui nous envoient des notes en disant vous êtes gouré de 10 ans. Juste un tout petit mot, photo très célèbre de Capa dans la guerre d'Espagne. Oui, le Falling Soldier, le soldat qui tombe, qui est aussi une polémique, mais il y a beaucoup de polémiques avec Capa, c'est ça qui est intéressant. Il préférait la légende parfois que la réalité. Jérôme Cessini, vous faites ce métier depuis combien de temps, photographe? Alors, photographe, je le suis depuis plus de 20 ans. Et depuis 10 ans, je suis à l'agence Magnum. J'allais vous demander ça. Quand vous avez démarré, est-ce que Magnum, c'était déjà pour vous une légende? Est-ce que vous avez, si je veux dire, œuvré pour entrer à Magnum? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Alors, pour moi, ça représentait le saint Graal de la photographie Magnum. Et c'est le cas pour beaucoup de photographes, même si certains ne veulent pas l'admettre, mais beaucoup ont rêvé ou rêvent d'entrer à Magnum. On ne choisit pas d'entrer à Magnum, on est choisi par Magnum. C'est une coopérative, donc on est coopté par les photographes, par les membres. Il y a un système de vote et on est d'abord coopté comme nominé pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on doit présenter un portfolio pour passer associé et 2 ans ensuite, après, finalement, membre. Donc c'est un peu comme l'Académie française, il faut faire campagne ou pas du tout? Un peu. Un petit peu. Oui. Jean-David Morvan, vous avez choisi de raconter l'histoire de l'agence Magnum via le parcours, l'histoire de ses fondateurs, mais aussi, pourquoi en bande dessinée? Parce que c'est mon métier. Donc je fais de la bande dessinée, donc ça m'a paru naturel. On avait déjà fait quelques albums sur Capa, sur le débarquement, sur Henri Cartier-Bresson, qui fait aussi partie des fondateurs, sur Steve McCurry pour le 11 septembre, sur Abbas, qui était un grand photographe, qui est décédé hélas sur le match Foreman Ali au Rumble in the Jungle, et puis un à part sur Stanley Green, qui est un immense photographe de guerre aussi. Et ça me chauffait depuis longtemps de faire cet album. On voulait le faire pour les 70 ans. Mais c'était trop de travail, donc on le sort pour les 75 ans. Alors c'est ni de la BD ni de la photo, racontez le format et comment vous avez travaillé, parce que j'imagine qu'à la base, il y a d'abord un immense travail de recherche d'archives. Oui, en fait c'est pour ça qu'on l'a appelé Génération avec un S, comme on disait tout à l'heure. Génération parce que c'est la première génération de Magnum, et Génération c'est parce qu'à la fois on montre aussi des photos de toutes les générations d'après des photographes, mais aussi parce que nous sommes la génération Magnum en fait. On a tous grandi avec les photos de Magnum.
sur le terrain. On a appris le monde aussi grâce à eux en photographie. Donc c'est toutes ces générations-là Grâce qui à me eux, semblent pas importantes. seulement, parce qu'après il y a eu d'autres agences quand Oui, même. bien sûr. Mais Les autres agences, ça arrive combien de temps? Parce qu'une fois n'est pas coutume, la France a été très très forte avec ses agences. Je pense notamment à Sigma, à l'agence Gamma, et puis à la suite de quoi il y a l'agence Capa qui a emprunté le nom de Robert Capa, agence créée par Robert Chabalier, mais qui faisait plutôt de la télévision. Mais Magnum n'est pas seul au monde. Non, après, je pense que ça s'est ouvert. D'ailleurs, on parlait de Stanley Green, il avait créé l'agence Nour. Donc, je connais pas bien l'histoire de toutes les agences, mais c'est vrai que ça a donné cette envie-là. Après, comme disait Jérôme, la force de Magnum, c'est aussi que c'est une coopérative. Je ne sais pas comment marchent les autres, mais elle est gérée par les photographes. En tout cas, c'est l'idée de départ. Et c'est vrai qu'en sous-texte, la phrase que vous avez dite au début m'intéresse parce qu'elle colle aussi aux auteurs de bande dessinée, par exemple. D'un mot, l'histoire de Capa. Capa, c'est un Hongrois qui fuit la Hongrie parce qu'il est juif et donc ça risque de mal se passer. Il est un peu rebelle. Il passe à Berlin. Là, il trouve un appareil photo. Il savait pas trop quoi faire comme boulot. Il devient photographe. Et puis, Berlin, ça se passe mal. Il arrive à Paris. Et donc, il rencontre Henri Cartier-Bresson, Chim, tous ces copains-là. Il veut absolument être photographe. Il finit par l'être. Il rencontre Gerda Taro qui lui fait changer de nom parce qu'il s'appelait André Erno Friedman. C'était difficile à dire. Il passait pour un petit pouilleux ici. Donc, ils ont décidé de l'appeler Robert Capa. Ça faisait plus américain. Ça ressemble un peu à Capra. Et puis il part en Espagne. Et là, avec Gerda, il commence à faire beaucoup de photos. Et Gerda, il devient sa petite amie que vous avez citée tout à l'heure. Gerda Taro. Et en fait, il devient le photographe de guerre le plus connu au monde. Moi, j'ai cette idée dans la BD que c'est aussi parce qu'il a survécu à beaucoup de guerres. Gerda, elle n'a pas pu le devenir parce qu'elle est morte trop tôt. Mais lui, il a survécu à tellement de guerres que finalement, il est devenu le plus grand photographe de presse du monde. Jérôme Cessini, c'était une de vos idoles, c'est une de vos idoles. Est-ce que vous avez d'ailleurs des idoles en matière de photojournalisme? Alors, Capa représente pour moi et pour beaucoup le photojournaliste, le photographe de guerre. Et pour moi, il représente aussi, c'est l'homme, le photographe qui se confronte au monde et à l'histoire. C'est-à-dire qui est tourné vers l'extérieur et non pas comme certaines tendances plus autocentrées, des photographes qui se racontent eux-mêmes. Lui, il est vraiment le symbole du photographe qui raconte l'histoire avec un grand H. Est-ce qu'on peut encore raconter l'histoire comme au temps de Capa? Ou est-ce que désormais, quand on va, par exemple là, vous avez projet d'aller en Ukraine et vous en revenez, est-ce qu'on est obligé d'être là où tel camp a décidé de vous mettre? Si vous êtes avec les Ukrainiens, vous êtes derrière les lignes ukrainiennes. Si vous êtes avec les Russes, vous êtes derrière les lignes russes. Est-ce qu'on peut encore se balader d'une ligne à l'autre? Comme encore, je crois que c'était la dernière fois que ça s'est produit, où les types partaient en freelance, c'était dans la guerre du Vietnam. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est obligé de choisir un camp. Et aussi bien, enfin, concrètement sur le terrain, on ne peut pas se balader entre les lignes, notamment en Ukraine, mais aussi pour des questions peut-être personnelles ou éthiques, on est obligé de choisir un camp. Qu'est-ce que ça change pour votre travail? Mais ça change le fait qu'on ne peut pas se promener, il faut être plus responsable de son travail. Je vais poser la question différemment. Dans quelle mesure vous avez la sensation d'être libre quand vous êtes quelque part sur un terrain de guerre? Notamment puisque c'est l'enjeu de ce genre de photographie. Mais on est libre, c'est à soi-même de se créer sa liberté. C'est en faisant des choix. Alors évidemment, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec l'armée ukrainienne. Si j'ai l'occasion, je le ferai. Et je pense qu'on a la liberté qu'on veut bien se donner, je pense. On continue de parler du réel, de l'agence Capa, parce qu'il y a des photographies et des photographes de Capa qui sont dans cet album. Jean-David Morvan, Jérôme Cessini sont nos invités. Culture Média continue. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Magnum Génération avec un S entre parenthèses pour dire que c'est une génération Magnum, mais qu'il y a eu beaucoup de générations. La preuve, Jérôme Cessini est avec nous, il est photographe, il s'apprête à repartir en Ukraine, vous en venez. Et la première génération de Magnum, c'était Robert Capa, immense légende du photojournalisme. Il y a de la BD, il y a des images. Vous êtes le scénariste de cet album, Jean-David Morvan. Il y a aussi un portfolio avec des photographies. Vous les avez choisis comment? Une photo par photographe de Capa, de Magnum? On a commencé par les choisir avec Léonore Maté, qui est iconographe, qui a travaillé chez Magnum il y a longtemps. Et puis après, on a proposé aux photographes de choisir aussi leurs photos s'ils voulaient. Donc on en a changé quelques-unes.
2016, Jérôme Cessini, un prêtre orthodoxe, bénit les manifestants sur une barricade. C'était à Kiev, en Ukraine, à Maïdan. Vous vous souvenez de l'histoire du moment de cette photographie? Je pourrais difficilement l'oublier, cette image. Donc, c'est 22 février 2014. Je suis arrivé la veille à Maïdan. Je pensais être en retard. Les manifestations avaient commencé depuis 3 mois. Et en fait, je me suis retrouvé. J'ai couvert la journée la plus sanglante, la plus intense de la Révolution. C'est cette fameuse journée dramatique où 70 manifestants ont été tués par des snipers. Et je me suis retrouvé exactement sur le point où les manifestants étaient tués, en fait. Donc les hommes tombaient autour de moi. Et tout à coup, il y a ce prêtre qui est arrivé. C'était une image totalement surréaliste. Ce prêtre est arrivé de nulle part et il est venu bénir les manifestants au milieu de la fumée, des flammes. Et il est reparti comme il était arrivé. Je suis revenu pour l'anniversaire 1 an après de Maïdan. Et j'ai cherché ce prêtre et je ne l'ai jamais retrouvé. Juste un mot, la question que tout le monde se pose. Vous aviez une tenue de protection, un casque, un pare-balles ou rien du tout, et vous vous êtes dit, c'est peut-être ma dernière journée. Alors, je devrais peut-être pas, je vais pas donner le bon exemple, mais moi au départ, je venais pour couvrir les manifestations, donc je ne m'étais pas équipé en conséquence. Donc j'étais avec mon appareil photo, mon blouson et mes chaussures. Et vous aviez peur. On dit que souvent, moi j'ai connu ça, des caméramans, ils sont sur une scène dangereuse, ils n'ont pas peur, ils ont peur, ils ont un réflexe humain, ils prennent la caméra et ils voient le monde à travers l'œilleton de la caméra et la peur s'envole. Est-ce que vous avez ressenti ça? C'est tout à fait exact. La caméra devient un bouclier, un filtre. Après, c'est les automatismes qui se mettent en place. On se place très vite instinctivement. On sent le danger, où il faut se mettre, où il ne faut pas se mettre. Ça devient très instinctif comme manière de fonctionner. Je me tourne vers Jean-David Morvan. Ça aussi, ça dit quelque chose du photojournalisme. Il y a 75 ans, on montrait les morts. Et maintenant, on montre le prêtre qui bénit les soldats. On ne montre plus les morts. C'est un choix de votre part. C'est l'époque qui veut ça. C'est difficile à dire. On montrait déjà pas les morts. Je me souviens bien, pendant la Première Guerre mondiale, ils effaçaient les soldats français morts sur les photos qu'ils voulaient bien montrer dans l'illustration. Donc, si, il y a quand même quelques photographes qui montrent les morts. Je pense qu'après, c'est chacun son éthique et chacun son envie. C'est ça aussi qui fait la grande variété du photojournalisme. Si on voit la différence entre les photos de Gerda et les photos de Capa, elle est assez nette. Il y en a un, c'est plus la vie, et l'autre, c'est le cadrage, etc. Donc, c'est assez... c'est ça qui est bien, en fait, c'est d'avoir plusieurs visions du monde. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? C'est à vous que je pose la question, puisque vous avez un regard un petit peu surplombant, parce que vous n'êtes pas photographe de terrain. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du photojournalisme à l'époque, comme je le disais en préambule, des smartphones où chacun peut photographier tout ce qu'il voit, des chaînes d'infos continues? Je pense qu'il reste des photographes qui ont envie d'aller sur le terrain et qui se débrouillent effectivement à une époque où c'est plus simple d'acheter des photos des gens sur place avec des smartphones. Donc je pense que le travail il devient, mais ça Jérôme pourra le dire, plus difficile pour se retrouver sur le terrain. Oui, donc peut-être un œil un peu plus impersonnel. Moi je trouve qu'aujourd'hui on voit tellement de photos partout que paradoxalement on voit tout de suite quand c'est une bonne photo, et on a toujours besoin des bons photographes. On voit tellement de mauvaises photos qu'une belle photo c'est évident. La même question pour vous, Jérôme Cessini, qui est photographe. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, la principale difficulté, c'est le financement. C'est se rendre sur le terrain, trouver l'argent. Mais le monde... Enfin, la technologie, tout ça évolue, mais le monde et l'histoire, elle continue à tourner. Et il faut des gens, des regards pour témoigner de cette histoire. On recevait un jour un photographe suisse dont le nom m'échappe à l'instant, qui disait il y a des jeunes, des gamins, et c'est comme ça qu'il les appelait, qui prennent des risques inouïs, qui partent avec leur petit appareil photo, qui sont des snipers du photojournalisme et qui sont en Ukraine et dont certains ne vont pas revenir. Vous avez déjà ressenti ça? Oui, mais je suis surpris. À chaque année, je vois de plus en plus de jeunes photographes arriver sur des théâtres d'opération, sur des conflits, et qui n'ont pas la préparation, mais qui veulent se faire un nom, parce que on pense qu'avec la guerre, ils pensent qu'ils vont pouvoir se faire un nom. Mais je pense qu'il faut un minimum de préparation et
Ce sont des conflits très dangereux, surtout en Ukraine aujourd'hui. On ne peut pas y aller sans un minimum de préparation. Évidemment, vous vous préparez à aller en Ukraine. Je vais revenir à l'intitulé de départ, ou plutôt à la cause qui a fait que Robert Capa a voulu créer cette agence pour être propriétaire de ses droits. C'est quoi le financement d'un reportage en Ukraine comme le vôtre, celui que vous projetez? Est-ce que vous trouvez les journaux et ensuite l'agence vous envoie? Ou est-ce que l'agence vous envoie et ensuite elle trouve les journaux? Comment ça se passe? Alors, personnellement, moi, c'est le New Yorker qui m'a appelé, qui m'a mis en commande pour partir en Ukraine. J'étais en commande pendant presque 2 mois là-bas. Et pour le prochain voyage, je ne sais pas encore. J'aimerais partir avec un financement, pas forcément de la presse, mais un financement qui me permet de rester longtemps. Parce que je projette de faire un second livre sur l'Ukraine, donc le volume 2 du premier livre qui est sorti il y a 1 an. Vous parlez du New Yorker, qui est un journal prestigieux américain. Les mêmes photos sont en exclusivité pour un journal. C'est important ici de comprendre comment marche l'économie. On parle sans cesse de l'économie de la télévision. Quelle est l'économie désormais en 2022, au XXIe siècle, du photojournalisme? Alors, quand un journal vous met en commande, comme le New Yorker, les photos sont exclusives pour le journal pendant une durée déterminée. En l'occurrence, c'est 1 mois après publication. Et ensuite, l'agence peut les diffuser dans le monde entier. Comment ça a été de travailler avec vous, qui êtes scénariste de bande dessinée, avec des photographes? C'était un autre monde, un nouveau monde, des gens à qui il était difficile d'expliquer votre point de vue, au contraire, des gens très très souples et ouverts à toute proposition? Ça dépend des fois. Avec Steve McCurry, c'était génial tout de suite, vraiment très, très chaleureux. Il nous a donné des photos et tout, c'était vraiment super, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit plus difficile. Et après, avec Abbas, qui était génial aussi, mais ça a commencé comme un combat dans un café. Il a commencé par me dire: ouais, mais on me voit pas assez, ouais, je suis trop petit, ça va pas. Et donc il a fallu se battre avec lui pour lui expliquer: mais non, c'est bien, c'est comme ça, on a un super dessinateur et tout. Et une fois qu'on avait passé le cap du premier combat, c'est comme si on buvait des bières dans le café après s'être bagarré, on était devenus copains. Et ça, c'est comme ça que je vois Abbas. Et après, bah voilà, ça dépend des gens, c'est toujours différent. Très très belle anecdote de fin. Merci beaucoup Jean-David Morvan, vous êtes le scénariste de cet album Magnum Génération, dans lequel on retrouve des photos de Jérôme Cessini. Merci d'avoir été avec nous, vous êtes photographe. Merci d'avoir été ici en direct. Départ quand en Ukraine? Vous ne savez pas si vous allez partir ou non? Je vais partir le plus tôt possible, peut-être dans 1 mois ou 2. Dans un instant, on va recevoir la journaliste et essayiste Bouchra Azouz. Mais d'abord, Bruno Donnet pour ses télescopages. Il a découvert un tout nouveau pays à l'ouest. Je pense que vous n'y êtes jamais allé. C'est à l'ouest du Portugal. C'est dans moins d'1 minute dans Culture Média.